one of the all-time greats. The film, Saturday Night Fever. The song, How Deep Is Your Love. Please welcome Robin Gibb. Ni scandale, ni projecteur braqué sur lui. C'est le silence qui a façonné Robin Gibb. Pendant des années, on a cru comprendre les Bee Gees grâce à la voix de fausset de Barry ou à la fièvre disco de La Fièvre du samedi soir. Pourtant, au milieu de cette frénésie mondiale, une voix discrète attirait les auditeurs vers des recoins cachés dont ils ignoraient l'existence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Robin ne chantait pas comme un homme en quête de gloire. Il chantait comme s'il gardait les secrets de toute une époque, une douleur indicible, un souvenir qui glace le sang de celui qui l'écoute, même lorsqu'il est incapable d'identifier la nature de sa peur. « J'ai commencé une blague » sonnait comme une prophétie de sa propre vie. Massachusetts évoquait des pas quittant un refuge. Comment réparer un cœur brisé n'était pas une question d'amour. C'était le cri du cœur de Robin face au vide que le succès ne pourrait jamais combler. Robin Gibb n'était pas qu'une voix. Il était la contradiction incarnée. Un génie qui a composé des mélodies immortelles tout en se sentant toujours comme un étranger dans sa propre histoire. Un artiste vénéré dans le monde entier, qui a vécu et est mort comme s'il cherchait à fuir la gloire. Son parcours révèle bien plus qu'une légende. Il dévoile l'histoire d'un homme qui a passé sa vie entière à échapper à un destin inscrit dans ses veines. Ce silence n'est pas né sur une scène. Il est né dans un appartement exigu où une alarme incendie stridente a déchiré la nuit, forçant un jeune garçon à fuir pour la première fois de sa vie, bien avant que la musique n'y fasse son apparition. La peur est devenue sa première compagne, avant même la mélodie. Robin Hugh Gibb est né le 22 décembre 1949 sur l'île de Man, 35 minutes seulement avant son frère jumeau Maurice. Un écart si infime qu'il semblait dérisoire et pourtant suffisant pour forger en lui, pour toujours, le sentiment de ne jamais être vraiment séparés. Un lien indéfectible. La famille Gibb n'était pas une famille de musiciens de renom, mais dans cette petite maison, le son de la batterie de leur père Hugh et la voix de leur mère Barbara furent les premières choses que Robin perçut avant même de comprendre le sens d'un mot. La musique n'était pas un choix, c'était l'air qu'il était obligé de respirer. Alors que Robin était encore tout petit, sa famille déménagea à Manchester, où la pénurie était la norme. Cette ville industrielle et austère ne laissait aucune place à l'imagination, et pourtant, elle forgea en lui quelque chose de brut et de puissant. Une solitude qui ne trouvait pas sa place. La peur d'être englouti par la foule. L'impression permanente de vivre en marge de chaque événement. Barry, Robin et Maurice se serraient les uns contre les autres comme une bouée de sauvetage, se tournant vers la musique non pour la gloire, mais pour ne pas oublier qui ils étaient. En 1958, lorsque la famille décida d'émigrer en Australie, Robin n'avait que 8 ans. Ce voyage en mer, qui dura des semaines, ne se limita pas à traverser les océans. Il plongea Robin dans un monde auquel il n'était pas préparé. C'est dans ce nouveau chapitre de sa vie, sur le terrain poussiéreux du Redcliffe Speedway, où les moteurs rugissaient, où l'essence empestait l'air et où la foule jetait à peine un coup d'œil à la scène, que Robin apprit une leçon essentielle. Seule une émotion brute et sans filtre pouvait forcer les gens à s'arrêter et à écouter. Ses premiers fragments, une famille soudée par le son, un garçon qui se sentait comme une ombre dans sa propre maison, une fuite désespérée face à la pauvreté, n'ont pas immédiatement fait naître une star. Ils ont fait naître une âme vibrante, fissurée juste assez pour laisser filtrer la lumière, et d'une voix qui, à chaque fois qu'elle s'élevait, semblait tenter de retenir quelque chose qui lui échappait. À partir de ce moment, Robin Gibb n'a pas seulement appris à jouer, il a appris à survivre grâce à la musique, et c'est ce qui a mené sa vie vers des horizons qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Cette contradiction entre une âme qui ne désirait que raconter des histoires en musique et un monde qui exigeait de lui qu'il devienne une icône n'est pas apparue par hasard. Elle a commencé lorsque Robin a compris que sa voix n'était pas faite pour mettre en valeur sa technique, mais pour dire ce que personne d'autre n'osait dire. D'un garçon timide qui se cachait derrière son frère aîné, il est devenu le cœur émotionnel de chansons dont l'impact, même pour les Bee Gees, a été insoupçonné. En Australie, où la famille Gibb est arrivée avec pour seul bagage l'espoir, la musique n'était pas un rêve, c'était leur seule raison de vivre. 6 concerts au Redcliffe Speedway, la poussière lui encrassant la gorge, les moteurs rugissant comme le tonnerre, furent l'occasion pour Robin d'apprendre à faire entendre sa voix au-dessus du chaos. Barry était l'auteur-compositeur, Maurice Laringer et Robin d'une voix tremblante, donnait aux auditeurs l'impression que chaque vers portait les stigmates d'une vie déjà vécue.
Leurs premiers singles, tels que The Battle of the Blue and the Grey et Wine and Women, ne les propulsèrent pas au sommet des charts. Mais les radios australiennes perçurent quelque chose d'étrange. Un adolescent chantant la solitude et la perte comme s'il les avait vécues pendant des décennies. Ce vibrato n'était pas une question de technique. C'était la trace d'une peur d'être laissé pour compte. La différence est devenue encore plus flagrante lorsque la famille est rentrée en Angleterre en 1966. Une valise de maquettes, une rencontre fortuite, et voilà que Robin se retrouvait face à Robert Stigwood, l'homme qui détenait alors les clés de la pop britannique. Quelques semaines plus tard, les Bee Gees enregistraient pour Polydor, et dès que la catastrophe minière de New York en 1941 retentit sur les ondes, tout le pays crut entendre les Beatles. Ce n'était pas une simple méprise. C'était une déclaration. Quelque chose de nouveau allait arriver, quelque chose qui ne rentrait dans aucune catégorie. Dès lors, la voix de Robin ne se fit plus discrète. Ce titre est devenu le cœur émotionnel des Bee Gees. Massachusetts s'est hissé à la première place des charts, une ballade qui sonnait comme un adieu au pays. I've got to get a message to you a transformé un dernier appel en un hymne radiophonique. J'ai lancé une blague, énoncé une prophétie qui le hanterait toute sa vie. Robin ne recherchait pas la gloire. Il entraînait les auditeurs dans les ténèbres, là où les émotions ne pouvaient se cacher. Le succès fut si fulgurant que Robin n'eut même pas le temps de se demander s'il le désirait vraiment. À 18 ans, un garçon qui venait d'échapper à la poussière des circuits automobiles australiens devint la nouvelle icône de la pop britannique. La pression était suffocante et Robin commença à craindre bien pire que l'échec. Le succès. Un succès qui l'a dévoré plus vite que la gloire ne pourrait jamais le rendre. Cette ascension fulgurante ne lui a pas seulement apporté la gloire. Cela soulevait une question délicate. Qui était la véritable âme des Bee Gees? Lorsque la maison de disques choisit Barry's First of May comme single au lieu de Lamplight, la chanson que Robin considérait comme le cœur de l'album, toutes ses insécurités se réveillèrent. Pour les observateurs extérieurs, il s'agissait d'une décision marketing. Pour Robin, ce fut un message brutal. Les émotions qu'il insufflait à leur musique, ce qui lui faisait si mal de chanter, n'avaient plus aucune valeur. En 1969, au sommet de leur gloire, Robin quitta le groupe. Pas de scandale, pas de crise d'honneur, juste un artiste si profondément blessé qu'il pensait que s'il ne prenait pas ses distances avec sa propre famille, il finirait par disparaître au sein même du groupe qu'il avait contribué à fonder. Son single solo, Saved by the Bell, a atteint la 2e place des charts britanniques, preuve qu'il pouvait voler de ses propres ailes. L'album Robin's Reign dévoilait un univers intime, abstract, glacial, comme des souvenirs figés en plein souffle. Son succès confirmait son talent, mais il lui manquait ce qui rendait les Bee Gees irremplaçables, le souffle de la famille. Dans le calme après la gloire, Robin apprit une vérité que la célébrité n'enseigne jamais. Se lancer en solo lui offrit la liberté, mais cette liberté avait un prix, la solitude. Sans les harmonies de Barry ni la structure invisible que Maurice créait toujours, la voix de Robin, aussi belle fût-elle, semblait résonner dans une pièce sans mur, puissante mais sans issue. C'est cette prise de conscience qui réunit les frères. Pas de grandes excuses, juste un regard. La façon dont ils se regardaient en studio pendant l'écriture de Lonely Days, et surtout de How Can You Mend a Broken Heart, le premier numéro 1 des Bee Gees aux États-Unis. Ce n'était pas qu'un simple tube, c'était la confession de 3 hommes dont l'ego avait failli détruire la musique même qui les avait unis depuis l'enfance. Et Robin, sans jamais l'exprimer à voix haute, avait compris quelque chose de profond. Certaines peines ne deviennent musique que lorsqu'elles sont chantées par 3 voix, et non par une seule. Les retrouvailles ramenèrent les frères en studio, mais ne permirent pas à Robin de retrouver sa place d'antan. Le changement de cap des Bee Gees s'apparentait à une véritable métamorphose musicale. Barry devint le nouveau visage du groupe, tandis que Robin, l'âme de leur ballade mélancolique, se moua en une force underground, invisible mais indispensable. Lorsque le falsette de Barry s'élevait au-dessus des riffs disco ciselés par Arif Mardin, le son des Bee Gees se métamorphosait. Pour la plupart des auditeurs, ce fut une explosion, une musique qui donnait envie de bouger. Pour Robin, ce fut un coup de poignard silencieux porté à son identité artistique. Celui qui avait jadis entraîné le monde dans les profondeurs émotionnelles et ténébreuses, des Bee Gees devait désormais rester voilé par la lumière éclatante qui jaillissait devant lui. Mais Robin n'a pas abandonné le jeu. Il a choisi d'exister comme une force d'attraction invisible. Ses lignes entrelacées adoucissaient les mélodies.
Ses harmonies ouvraient des portes émotionnelles et ses phrases tremblantes arrachaient les auditeurs à leur ivresse disco pour les replonger dans la terreur silencieuse qui les habitait. Non pas la lumière des projecteurs, mais un courant psychologique sous-jacent. Personne d'autre que Robin ne pouvait jouer ce rôle. Ce qui était étrange chez Robin, c'est que son conflit intérieur n'a jamais eu de conséquences destructrices. Une énergie sombre et latente s'en dégagea, propulsant les Bee Gees vers l'avant. Il comprenait que le disco pouvait tout engloutir, y compris l'identité. Alors, il y insuffla des notes tremblantes et des tensions sous-jacentes. Tandis que le public se perdait dans le rythme entraînant des paroles enjouées, Robin y glissa des harmonies qui transcendèrent de la simple musique de danse. Cela créait une atmosphère troublante, comme si la joie était constamment au bord du précipice. Robin accepta le contexte, mais il ne renonça jamais à l'âme du groupe. À une époque où le monde se précipitait vers les lumières scintillantes du disco, il devint le gardien de ce que les Bee Gees craignaient le plus de perdre, l'émotion. Si Barry était la voix qui traversait le temps, et Morris l'architecte qui en assurait la cohésion, Robin était le fantôme qui hantait leur tube. Un rappel que la musique des Bee Gees n'était pas faite que pour divertir, mais aussi pour perdurer, ce changement de rôle, faisant de Robin la voix contemplative qui sous-tend le falsetto de Barry, s'est avéré être la pièce manquante du puzzle pour le plus grand succès de l'histoire des Bee Gees. Si le public croyait que les frères Gibb avaient trouvé la formule magique, Robin, Louis, pressentait quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait plus simplement de chanter. C'était une musique faite pour durer. Et cet instinct de survie a créé la rupture irréversible entre les Bee Gees d'avant et d'après le disco. Fin 1976, Robert Stigwood leur a présenté un scénario sur des jeunes de Brooklyn obsédés par la danse et en quête désespérée d'évasion. Le projet qui allait devenir Saturday Night Fever est sorti fin 1977. Les frères Gibbs n'ont pas simplement reçu un contrat pour composer une bande originale. On leur a offert la possibilité de réécrire l'ADN de la culture populaire. Chaque blessure, chaque ambition, chaque peur de l'oubli après leur passage à vide du début des années 70, tout cela s'est retrouvé concentré dans un marathon d'écriture de 5 jours au studio Criteria. Robin ne chantait pas pour attirer l'attention. Il insufflait l'âme des Bee Gees dans chaque arrangement, une sorte de travail spirituel que seul un homme qui ne souhaitait jamais être vu pouvait accomplir. Don, Stayin' Alive, achevé début 1977, sous la basse implacable et la grosse caisse martelant le bitume new-yorkais. La voix de Robin s'insinuait comme un fil gris à travers les néons, transformant ce qui sonnait comme un hymne à l'immortalité en une chanson, empreinte du doute de celui qui ne croyait pas vivre assez longtemps pour en profiter. Night Fever, en mars 1978, semblait être une pure fièvre disco. Mais lorsque Robin souleva l'harmonie et la brisa à la fin du couplet, la chanson devint un tourbillon délirant de plaisir et de déracinement, un état émotionnel que seuls ceux qui se perdent dans le succès peuvent comprendre. How Deep Is Your Love était une symphonie de silence. Barry menait la mélodie, mais Robin y tissait une douce tristesse, assez subtile pour réconforter, assez profonde pour hanter quiconque laissait couler des larmes sans en comprendre la raison. La sortie de la bande originale de Saturday Night Fever fin novembre 1977, ne fut pas couronné de succès. Ce fut un véritable bouleversement social. L'album s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires et est devenu l'une des bandes originales les plus vendues de l'histoire. Les Bee Gees dominaient le Billboard comme si les classements n'existaient que pour eux. Mais derrière les sourires de magazines, à l'intérieur de la machine, se cachait Robin, un homme qui avait contribué à définir l'essence des Bee Gees, et qui, pourtant, était terrifié en silence à l'idée de ne plus se reconnaître dans cette lueur. Les vols se confondaient en fuseaux horaires, les nuits de Miami, les matins à Los Angeles, les après-midi à New York, l'Europe au crépuscule. Contracts, interviews, nouveaux albums, de nouveaux tubes. Tout reposait sur les épaules d'un homme si sensible que même les compliments pouvaient le faire douter de lui-même. Chaque soir, il avait l'impression qu'on le ramenait de force en studio, qu'on scrutait chaque respiration, chaque accent, comme si une seule fausse note pouvait faire s'écraser les Bee Gees du ciel. Le public voyait les Bee Gees, dieux du disco, mais jamais l'homme qui se sentait perdu dans les harmonies qu'il avait lui-même créées. Et au sommet de cette gloire éblouissante, Robin était confronté au plus amer des paradoxes. Plus la célébrité grandissait, plus il se sentait petit.
Les Bee Gees ont conquis le monde, tandis que Robin, l'âme fantôme derrière la voix d'un autre, s'est perdu dans un triomphe qu'il avait contribué à bâtir de ses propres mains. Plus grande est la gloire, plus dur est le prix à payer. Lorsque les Bee Gees ont triomphé au sommet du monde avec Saturday Night Fever, aucun d'eux n'aurait imaginé que moins de 3 ans plus tard, ce même triomphe se transformerait en une accusation publique. Les mélodies qui avaient jadis fait danser le monde entier étaient désormais perçues comme une catastrophe culturelle. À la fin des années 1970, l'Amérique sombrait dans la récession économique. La désillusion post-Vietnam était palpable. La confiance politique s'était effondrée. Les tensions raciales s'exacerbaient et le disco, né au sein des communautés noires, Latinis et LGBTQ+, était stigmatisé comme non traditionnel, une menace pour les valeurs de la classe moyenne blanche. Et lorsque la société s'est mise en quête d'un bouc émissaire, les Bee Gees se trouvaient précisément là où le coup allait tomber. Le mouvement Disco Sucks s'est propagé comme une épidémie idéologique. Son apogée fut atteint lors de la Disco Demolition Night, le 12 juillet 1979, à Comiskey Park, où la foule ne se contenta pas de brûler des disques. Elle se livra à une véritable purge rituelle. Les cris, les disques lancés, la fumée qui s'élevait comme sur un champ de bataille. C'était comme si le public se vengeait d'un traître, et non d'un inoffensif vinyle. Il ne s'agissait plus de musique. C'était une déclaration de guerre contre tout ce que le disco représentait. La différence, la liberté et le rêve audacieux que chacun puisse briller. Les Bee Gees sont devenus les principales cibles. Les stations de radio les ont bannis en masse. Les émissions de télévision ont effacé leur nom de leur liste de lecture. Les DJ ont reçu des consignes officieuses. Ne pas les laisser revenir. La presse les a qualifiés de vestiges momifiés d'une mode moribonde. Pourtant, quelques saisons auparavant, ces mêmes voix les avaient consacrés architectes d'une génération. Pour Robin, qui chantait comme si chaque parole était une bouée de sauvetage, le retenant loin de l'abandon. La chute fut comme un retour brutal dans les ténèbres qu'il avait toujours redouté, le vidé du sentiment de ne pas appartenir à un groupe. Désespérés d'échapper à l'emprise du disco, les Bee Gees sortirent Living Eyes en 1981, un album pop-rock raffiné et introspectif, presque exempt de toute trace de disco. Mais le public n'était pas réceptif à l'évolution. Il voulait tout simplement oublier que les Bee Gees avaient existé. L'album était bon, mais les préjugés l'étaient encore plus. Personne ne voulait écouter 3 hommes qui tentaient de se faire passer pour autre chose que des chanteurs à voix de fausset et des vedettes de pistes de danse. Au lieu de se laisser submerger par la vague de critiques, Robin a se trouvé sa propre voix. Son album solo, How Old Are You, sorti en 1983, et le tube Boys Do Fall in Love ont prouvé qu'il n'était pas un simple figurant aux côtés de Barry. Ce succès modéré a contribué à lui redonner une identité artistique que la déferlante disco avait tenté d'effacer. En coulisses, les frères composaient des tubes pour Barbara Streisand, Diana Ross, Dionne Warwick et Kenny Rogers, des chansons qui dominaient les palmarès sans que leur nom y figure, faisant de Robin un cerveau anonyme à la tête de la musique populaire. Un paradoxe, omniprésent et pourtant invisible. Dans les années 1990, la fureur du public s'est apaisée, laissant place à une réflexion plus sereine. Les critiques furent contraints de reconnaître une vérité qu'ils avaient longtemps niée. Les Bee Gees étaient des auteurs-compositeurs de grand talent et non des opportunistes surfant sur une mode passagère. Leurs chansons, jadis considérées comme éphémères, leur ont survécu. Personne n'a proclamé le pardon des Bee Gees. Le changement s'est opéré discrètement, à l'image des chansons de Robin sans bruit, sans justification. En 1997, lors de leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, on a soudain réalisé qu'on honorait le groupe même qu'on avait jadis tenté d'effacer. Aucun discours n'a pu changer le cours de l'histoire. Le temps et les chiffres avaient déjà fait leur œuvre. La musique même, rayée pour sa superficialité, perdurait désormais plus longtemps que les railleries exigeant sa disparition. En 2002, la médaille de commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, CBE, leur fut remise non comme un trophée, mais comme une reconnaissance officielle de ce que le public avait longtemps nié. Les Bee Gees n'étaient pas des produits du disco. C'est le disco qui a dû les poursuivre. Robin resta impassible, le visage inexpressif, sans la moindre trace de triomphe ni de chagrin, tel un homme contemplant un cycle inéluctable. Les foules peuvent changer d'avis, les modes peuvent apparaître et disparaître, mais la musique née de véritables blessures n'a jamais besoin d'être justifiée. Robin ne cherchait pas à se venger.
Le temps l'a simplement placé là où l'histoire n'était pas prête à le recevoir. Sa rédemption ne résidait pas dans la gloire, mais dans la pérennité du souvenir. L'ère de la haine a révélé sa véritable nature. Robin n'a jamais fait partie de la surface scintillante du disco. Il était celui qui percevait la tristesse qui se cachait derrière. On supposait qu'il appartenait à la génération des pistes de danse. Il n'avait jamais compris qu'il appartenait à ces moments où l'on a besoin de quelqu'un pour exprimer la solitude que l'on ose affronter. Cette reconnaissance tardive n'a pas fait briller Robin davantage. Elle n'a fait que prolonger un paradoxe qui le hantait depuis sa jeunesse. Le monde entier finit par entendre sa voix, mais personne ne le vit vraiment. C'est dans ces silences, entre les feux de la rampe, que Robin se plongea dans une histoire intime qu'aucune scène ne pouvait révéler. Une relation qui commença aussi légère qu'un souffle, puis devint peu à peu aussi pesante que les chansons qu'il composait. Il a rencontré Molly Hollis alors que les Bee Gees devenaient la nouvelle sensation britannique. Molly ne venait pas des feux de la rampe, mais des coulisses. Elle travaillait au sein de l'équipe de Robert Stigwood, où les plannings, les négociations et les stratégies commerciales se déroulaient discrètement, à l'abri des applaudissements. Pour Robin, ce calme était magnétique. Molly ne le voyait pas comme une star, mais comme un homme dont l'intérieur était vide, attendant d'être comblé. Lors de longues séances de travail et de conversation qui s'étiraient bien au-delà des heures d'enregistrement, Robin eut pour la première fois le sentiment que quelqu'un percevait la fragilité qui se cachait derrière son regard absent. L'amour est arrivé comme une échappatoire. Molly était un foyer, non pas un refuge contre la tempête de la célébrité, mais un lieu où Robin pensait pouvoir enfin se défaire de l'armure d'un artiste perpétuellement accablé par les attentes. Ils se marièrent en 1968. La photo de mariage, où Robin arborait un léger sourire, a convaincu le public qu'il entamait une nouvelle vie heureuse. Seuls ses proches ont perçu la vulnérabilité dans son regard, comme s'il craignait que le bonheur ne lui échappe. La naissance de leurs enfants, Spencer et Melissa, portait en elle l'espoir que la paternité puisse ancrer Robin dans la réalité, plutôt que de le laisser dériver au gré des paysages émotionnels qu'il sculptait sans cesse dans sa musique. Mais au moment même où il avait le plus besoin de stabilité, les Bee Gees furent propulsés sur la scène internationale. Des tournées interminables d'un continent à l'autre, des séances d'enregistrement sans relâche, la pression constante de produire un nouveau tube. Robin se sentit comme un invité de passage chez lui. Molly essaya de le soutenir, mais l'amour ne peut survivre à un rival plus insidieux que la célébrité. L'insécurité rongeait Robin au plus profond de son âme. Il aimait Molly, aimait ses enfants, et pourtant, il avait constamment l'impression d'être sur le point de les perdre, comme il s'était autrefois perdu lui-même dans sa propre voix. Molly voyait l'homme adulé par des millions de personnes trembler au sein même de sa famille. Plus elle le serrait fort, plus elle avait l'impression que ses mains se refermaient sur le vide. Les conversations se firent plus rares. Des dîners silencieux aux jours où Robin disparaissait sans prévenir dans le studio, leur mariage ne fut pas brisé par la trahison. Le silence s'installa. Molly souffrait, consciente de se mesurer à quelque chose que Robin n'avait jamais maîtrisé, la musique et la tristesse qui le définissaient. Robin se sentait coupable de ne pas avoir été l'homme dont elle avait besoin, et pourtant impuissant à se détacher de ce qui le maintenait en vie. En 1980, le mariage prit fin. Molly ne partit pas par colère, mais par épuisement. Elle ne pouvait plus aimer un homme dont le corps était présent, mais dont l'âme oscillait entre la scène et l'ombre. Robin regarda sa famille s'éloigner comme quelqu'un qui, à l'intérieur d'une maison, entend la porte se refermer, sachant qu'il ne pourrait pas les rattraper, et pourtant incapable de rester. Cette relation laissa en Robin une blessure qui ne se referma jamais. L'homme qui avait fait pleurer le monde entier par sa musique ne put retenir les larmes de sa propre famille. Les ballades qu'il écrivit ensuite devinrent de plus en plus empreintes de tristesse, comme si chaque note était une excuse qu'il n'avait jamais pu formuler à voix haute. Après le départ de Molly, Robin ne se précipita pas dans une nouvelle relation. Il aborda les années 1980 comme un homme tiraillé entre deux identités. Celle d'un artiste enfin reconnu par l'histoire et celle d'un homme qui ne savait plus où donner de la tête. Durant cette période qui semblait vide, Robin rencontra Dwena Murphy et sa vie prit un tournant que personne, pas même ceux qui le comprenaient le mieux, n'aurait pu prédire. Dwena était différente de toutes les femmes que Robin avait connues. Elle était poétesse, artiste plasticienne et adepte de la philosophie druidique. Elle vivait au carrefour de l'art, de la spiritualité et de la nature, comme si ces trois forces avaient toujours été intimement liées.
Si Molly incarnait la stabilité à laquelle Robin aspirait sans pouvoir l'atteindre, Dwina offrait un monde où l'étrangeté n'était pas jugée, où le chagrin, l'obsession et les zones d'ombre psychologiques n'étaient pas des défauts à dissimuler, mais la matière première de la création. Elles se rencontrèrent au début des années 1980 lors d'un événement artistique. Robin était attiré par le regard que Dwina lui posait sans voir le BG. Non pas la voix, non pas la célébrité, mais l'homme derrière les harmonies qui faisaient vibrer le monde. Dwina, Louis, n'était pas tombé amoureux des mélodies qu'il composait. Elle était fascinée par la blessure qui l'avait poussée à les écrire. L'amour s'est installé lentement, sans éclat, comme deux personnes découvrant qu'elles parlaient la même langue que personne d'autre ne pouvait déchiffrer. Sœur, avec Molly, Robin avait cherché à devenir une version normale de lui-même. Avec Dwina, il pouvait laisser libre cours à ses fantaisies. Cela le sauva autant qu'il le piégea, car Robin craignait que le bonheur ne soit qu'une illusion qui s'évanouirait s'il osait la toucher de trop près. Ils se marièrent en 1985. Un an plus tard, leur fils Robin John Gibb naquit. En tenant l'enfant dans ses bras, Robin ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais pu connaître avec Spencer et Melissa. Une paternité épanouie, non perturbée par les tournées, l'attention médiatique ou les insécurités qui le rongeaient. Dwina, lui, a appris à considérer la famille comme un processus, non comme un cadeau tout fait, mais comme une construction qui se fait avec le temps et la présence. Cependant, aucun amour n'a jamais fait son entrée dans la vie de Robin sans complications. Dwina était profondément introspective, spirituellement ancrée et parfois trop distante de la réalité tumultueuse du show business. Leur maison regorgeait de livres, d'instruments et d'objets liés aux rituels druidiques, se transformant parfois en une forteresse contre le monde extérieur, mais aussi en un sanctuaire où Robin se réfugiait pour échapper au poids de son existence. Il lui arrivait de se retirer pendant des semaines, composant comme si chaque mélodie était son unique échappatoire. Dwina ne le réprimandait jamais. Mais sa patience permettait parfois à Robin de s'enfoncer plus profondément dans la tristesse qu'il aurait dû chercher à fuir. Malgré tout, leur relation ne s'est pas effondrée. Dwina n'a pas cherché à guérir Robin, ni à le changer. Elle est restée à ses côtés, témoin de sa présence, n'aimant pas l'homme qu'il aurait dû devenir, mais l'homme qu'il était déjà. Cette absence d'attente offrit à Robin quelque chose d'inédit. Un refuge où revenir sans avoir besoin de chanter pour être accepté. Si son premier amour s'était achevé dans le silence, celui qu'il entretenait avec Dwina survivait grâce à une compréhension indicible. Elle ne comblait pas le vide en lui. Personne n'y parvenait, mais elle était la seule à rendre ce vide moins terrifiant. Tous les artistes n'ont pas la chance de trouver une personne assez patiente pour les accompagner tout au long de leur parcours. Robin Gibb l'a fait, et parfois, cela compte plus que les applaudissements du monde entier. Bien que Robin ait enfin trouvé un havre de paix, il n'a jamais pu se détacher du lien invisible qui l'unissait à la famille Gibb. Où l'amour, le génie et la tragédie s'entremêlaient comme un destin auquel nul ne pouvait résister. Tout dans sa vie, sur scène comme en dehors, remontait à cette première harmonie avec ses frères, et plus particulièrement avec Maurice Gibb. Si Barry incarnait la flamme de l'ambition, Maurice était le pilier auquel Robin s'appuyait pour ne pas s'effondrer. Maurice n'était pas son jumeau biologique, mais spirituellement. Il était le seul à comprendre les crises de panique soudaine de Robin, ses tourbillons émotionnels et les cycles d'introspection sombre qui le rongeaient. Chaque fois que Robin se réfugiait dans son monde intérieur, se noyant dans le silence ou les substances pour faire face à la pression de la célébrité, Maurice était celui qui le ramenait à la réalité. Au milieu des conflits incessants entre Robin et Barry concernant la direction artistique ou la notoriété, Maurice était le ciment qui maintenait les Bee Gees unis. Bien après que le destin aurait dû les séparer, Robin pouvait tout détruire par l'émotion, mais seul Maurice savait comment l'amener à se poser, à respirer et à recommencer. Le destin a commencé à rompre ses liens un à un lorsque la mort a commencé à frapper à la porte de la famille Gibb. En 1988, le Benjamin de la famille, Andy Gibb, celui que Robin avait un jour porté dans ses bras, celui dont la voix semblait promise à surpasser même celle des Bee Gees, mourut à 30 ans d'une myocardite. Ultime conséquence de plusieurs années de lutte contre la cocaïne et une célébrité trop soudaine. Andy incarnait la plus grande crainte de Robin. Le talent n'était pas un don, mais une porte ouverte sur l'oubli, à moins qu'une personne suffisamment forte ne vous en empêche. Robin se tenait près du cercueil d'Andy, comme s'il assistait à l'enterrement de sa propre jeunesse. Une douleur qu'il n'avait jamais cessé de porter. En 1992, Hugh Gibb, le premier batteur de la famille, décéda. Pour les autres,
ce n'était que la disparition d'un vieil homme. Poor Robin. C'était le moment où la maison où naissaient les mélodies perdait ses fondements. Hugh avait jadis joué dans des hôtels miteux pour nourrir une ribambelle d'enfants passionnés de musique. À sa mort, Robin n'a pas seulement perdu un père, il a senti s'éteindre le cœur même qui faisait tenir le monde des Bee Gees. Chaque perte lui inspirait une compréhension glaçante. L'histoire des Bee Gees n'était pas celle d'un succès fulgurant. C'était celle d'âmes fragiles, contraintes de chanter pour ne pas s'effondrer. Robin commença à comprendre que chaque tube qu'il créait leur coûtait quelque chose. La santé, la raison, parfois même la vie. Plus leur renommée grandissait, plus les ombres planant sur la famille s'allongeaient. Et Robin, plus que quiconque, savait qu'il vivait dans une gloire bâtie sur des vides que personne ne pourrait jamais combler. La reconnaissance historique n'a pas apporté la paix à Robin. Elle n'a fait qu'accentuer sa conscience que le temps se resserrait sur chaque cellule de son corps. Carrière, famille, Renaissance musicals. Ils semblaient tous ne tenir qu'à un fil, fragile et ténu. Robin vivait dans la crainte constante que ce fil ne se rompe à tout moment. C'est alors que son histoire entra dans son dernier chapitre. Au lieu de lutter contre la gloire, Robin devait affronter un ennemi qu'il ne pouvait transformer en chanson, son propre corps. Pendant des années, des douleurs d'estomac l'ont tourmenté, aussi persistantes que le destin frappant à sa porte. Robin évitait les hôpitaux non par arrogance, mais parce qu'il sentait que son corps était porteur d'une malédiction familiale. Les Gibbs avaient des antécédents de troubles intestinaux, des affections que personne ne comprenait vraiment, qu'on ne reconnaissait que lorsqu'elles s'abattaient sur eux comme un coup de poignard. Après la mort brutale de Maurice en 2003, des suites d'une occlusion intestinale, cette ombre s'est encore assombrie. Maurice était robuste, joyeux, plein de vie, et pourtant, une simple douleur abdominale l'a emporté en un instant. Robin n'a pas seulement perdu le seul médiateur entre lui et Barry, il a perdu son point d'ancrage, son guide lorsque la vie devenait difficile. Dès lors, chaque douleur à l'estomac de Robin était comme un compte à rebours qu'il entendait sans pouvoir l'arrêter. En 2010, cet avertissement a cessé d'être abstrait. Alors qu'il se préparait pour un spectacle en Belgique, Robin fut pris de violentes douleurs abdominales. Le spectacle fut annulé, le public déconcerté, et Robin fut transporté d'urgence à Oxford pour y être soigné. Le diagnostic le frappa de plein fouet, comme un écho de déjà-vu. Une grave occlusion intestinale, la même affection qui avait emporté Maurice. Les médecins opéraient frénétiquement. Robin survécut, mais ce qu'il perdit, ce n'était pas sa force. C'était l'illusion de pouvoir échapper à la génétique. Étrangement, au lieu de se replier sur lui-même comme un homme accablé par la maladie, Robin accéléra le rythme, travailla plus intensément, acquit une plus grande sérénité, comme s'il avait une dette envers le temps qu'il ne pourrait jamais rembourser. Il se plongea corps et âme dans le Requiem du Titanic, une œuvre symphonique sur le destin humain face au désastre, une pièce que l'on ne comprit que plus tard. Robin n'écrivait pas sur le Titanic, il écrivait sur lui-même. Il apparaissait à des événements caritatifs, des manifestations publiques, arborant ce sourire fin et fragile que ses fans reconnaissaient. Le sourire d'un homme qui craignait que s'il cessait de sourire, son corps ne lâche prise. Chaque fois que Robin se présentait devant le public, il semblait courir vers une ligne d'arrivée dont il connaissait déjà l'emplacement. Peut-être ne cherchait-il pas à éviter la fin, mais simplement à laisser la musique l'atteindre avant lui. À ce stade, Robin ne luttait plus contre la gloire ni contre le chagrin. Il luttait contre le temps. Et une fois de plus, il le faisait en silence. Les opérations, les douleurs lancinantes comme des couteaux qui se tordaient en lui, les moments critiques qui semblaient briser la malédiction familiale, tout cela n'était que le prélude à l'acte final. Robin aborda l'année 2011 avec l'impression diffuse que son corps dissimulait un secret bien plus cruel que toutes les peines qu'il avait jamais chantées. La douleur abdominale familière revint, non pas comme un signe du destin, mais comme un verdict. Les examens ont révélé un cancer du côlon qui s'était déjà propagé au foie. Ces mots froids et cliniques n'ont pas seulement glacé l'atmosphère de la chambre d'hôpital, ils ont figé tout un parcours. Il avait cru un jour pouvoir tout surpasser grâce à la musique. À partir de ce moment, Robin entama un combat que le public n'entendrait jamais mis en musique. Chimiothérapie, épuisement, hospitalisations à répétition. La famille garda le silence au début, tandis que Robin, dans une ultime tentative pour ne pas sombrer dans la tragédie, apparut devant la presse avec un sourire forcé et un corps qui ne ressemblait plus à celui qui avait jadis révolutionné la pop. Il ne parlait jamais de maladie, seulement d'idées inachevées, de projets en cours, de mélodies encore sans nom, comme si s'arrêter équivalait à capituler.
fin 2011, début 2012. L'hôpital était devenu une scène muette. La colite, la pneumonie et les infections récurrentes l'épuisaient. À un moment donné, il est tombé dans le coma. Les médecins étaient pessimistes. Et pourtant, Robin, celui-là même qui avait jadis déjoué les pronostics de l'industrie musicale, s'est soudainement réveillé. Les médias m'ont parlé de miracle. Les fans croyaient à son retour, mais cet espoir n'était qu'un dernier souffle avant l'extinction des feux de la rampe. Le corps de Robin n'avait plus la force d'un second retour. Le 20 mai 2012, Robin Gibb rendit son dernier souffle à l'âge de 62 ans, entouré du bip régulier des moniteurs et des mains de sa famille qui le serraient contre elle. Dwayne resta à ses côtés jusqu'à la fin. RG baissa la tête près du lit. Un silence pesant régnait dans la pièce, comme si l'on attendait que Robin chante les derniers mots de sa vie. Mais il n'y avait plus rien à chanter. La voix tremblante qui avait marqué toute une génération s'est tue à jamais. L'annonce de sa mort a bouleversé le monde, mais ce qui a suivi a glacé le sang des gens. Les dossiers médicaux ont révélé que Robin était né avec la même malformation intestinale que Maurice. L'occlusion intestinale de 2010 n'était pas un accident. Elle s'inscrivait dans une chaîne génétique s'étendant sur plusieurs décennies. La vérité révélée après la mort de Robin a donné l'impression que la famille Gibb était prise au piège dans un miroir déformant, où chaque souvenir douloureux en reflétait un autre. Maurice s'était effondré subitement, victime d'une occlusion intestinale ayant entraîné un arrêt cardiaque. Une chute que personne n'a comprise avant qu'il ne soit trop tard. Andy, trop jeune pour supporter la pression de la célébrité et la fragilité de son cœur et de ses intestins, sombra dans la toxicomanie et mourut avant ses 30 ans. Quand ce fut le tour de Robin, les douleurs abdominales chroniques, l'opération qui lui sauva la vie en 2010 et l'emprise finale du cancer ne furent que les pièces d'un puzzle confirmant ce que tous avaient refusé de voir. Ils ne sont pas morts de la musique ni de la célébrité. Ils sont morts d'une maladie inscrite dans leur corps, une bombe à retardement biologique déclenchée dès leur naissance. Les trois voix qui fusionnaient jadis en une harmonie si puissante qu'elle captivait le monde entier partageaient une même faille invisible. Ni les coupes de feu, ni les scandales, ni les luttes de pouvoir n'ont jamais détruit les Bee Gees. C'était le destin, inscrit dans leur gènes, qui les a fait disparaître un à un. Le froid ne venait pas de leur mort en elle-même, mais de la prise de conscience que chaque décès était une variation de la même histoire, se répétant jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune voix pour la poursuivre. Une famille qui, jadis, avait fait plier le monde devant la puissance de l'harmonie à trois voix, fut finalement anéantie par quelque chose enfoui dans son propre ADN, un défaut de conception que personne n'a détecté à temps. Pour le public, ce n'était plus une tragédie musicale. C'était le coup de grâce du destin, comme si toute la vie de Robin n'avait été qu'une version prolongée de « J'ai lancé une blague ». Le monde croyait entendre une histoire sur la gloire, mais c'était en réalité l'autobiographie d'un homme né pour une fin à laquelle il ne pourrait jamais échapper. Robin n'a pas perdu face au cancer. Il a perdu face à son destin génétique, inscrit en lui avant même qu'il ne chante une seule note. Et dans ce paradoxe brutal, il a laissé derrière lui un dernier chapitre sans éclat, une vérité qui persiste comme un frisson. Parfois, ce n'est pas le temps qui tue une légende, mais le corps même qui a contribué à créer une musique immortelle. L'héritage de Robin Gibb ne réside pas dans le nombre de tubes auxquels il a participé, même si cela suffirait à susciter l'admiration de n'importe quel autre artiste. Tout réside dans la façon dont sa musique a transformé notre perception de la tristesse, métamorphosant ce qui était autrefois considéré comme une faiblesse en une substance esthétique, capable de plonger un stade entier dans le silence d'une seule note vibrante. Si Barry a insufflé à la pop sa puissance explosive, si Maurice a fourni le ciment de l'harmonie, alors Robin était l'âme qui a permis aux auditeurs de comprendre que même les mélodies les plus énergiques pouvaient porter en elles un cœur brisé. Les Bee Gees ont vendu plus de 220 millions de disques, égalant ainsi les Beatles, Elvis et Michael Jackson en termes d'impact mondial. Mais Robin n'était pas qu'un simple membre d'un empire. Il a défini une méthode, un nouveau système de référence pour la pop disco qui a insufflé une dimension intériorisée à la musique de danse. Avant les Bee Gees, le disco n'était que rythme. Après eux, c'est devenu un récit. Stayin' Alive n'était pas simplement le son des années 1970. C'était le souffle d'une génération qui luttait pour survivre en pleine crise. How Deep Is Your Love n'était pas une simple chanson d'amour. C'était la confession d'une âme effrayée par l'amour, mais incapable de renoncer à sa quête de rédemption.
Ce que peu de gens savent, c'est que Robin était le véritable architecte émotionnel des Bee Gees. Il a construit les harmonies superposées qui ont fait du falsetto de Barry une arme culturelle. Il a façonné ces médiums vaporeux où l'auditeur ne savait plus s'il était heureux ou au bord des larmes. Nombre d'artistes qui lui ont succédé, de Justin Timberlake à The Weeknd, de Mika à Bruno Mars, ont continué d'explorer la formule initiée par les Bee Gees. Des mélodies qui font bouger le corps, mais qui font battre le cœur un instant. Robin a aussi prouvé quelque chose de presque inimaginable dans l'histoire de la pop, que la musique pouvait être la carte d'une vie humaine. Ce qu'il a écrit et chanté s'étendait de la panique intérieure de la jeunesse, comme dans I Started a Joke, à l'angoisse existentielle de l'âge adulte pour s'achever sur la résonance sacrée du Titanic Requiem, une œuvre qui n'appartient plus au marché, mais à la mémoire collective. Rares sont les artistes pop qui osent quitter la sphère commerciale pour le domaine symphonique. Robin l'a fait, animé par son obsession du temps et de la mort. Son héritage ne se limite pas aux classements musicaux, car ceux-ci changent chaque semaine, ni au son du disco, car les tendances finissent toujours par s'estomper. L'héritage de Robin Gibbs réside dans sa capacité à rendre la tristesse accessible et agréable à écouter, et non à fuir. Aujourd'hui, lorsqu'une chanson pop est triste sans être lugubre, lorsqu'un artiste mêle lumière et ombre au sein d'une même note, il suit la voie tracée par Robin. Les soirs où l'on passe encore Stayin' Alive à la salle de sport, en boîte ou sur des playlists nostalgiques, on ne fait pas que danser. On fait vivre la voix d'un homme qui craignait de sombrer dans le silence. Robin Gibbs était parti comme il est apparu dans la musique. Discrètement, sans ostentation, laissant pourtant un vide impossible à combler. Il n'avait pas la voix la plus forte, ni celle qui occupait le devant de la scène, mais c'est sa profondeur qui a empêché les Bee Gees de se limiter à une seule époque, mais qui a marqué plusieurs générations. Si la musique est la preuve de l'existence d'une personne, alors Robin nous a laissé le témoignage le plus complet. Une vie passée à chercher sans cesse un sens entre gloire et souffrance, entre les applaudissements du monde et le vide intérieur. Il a prouvé qu'un artiste n'a pas besoin d'être immortel pour créer une œuvre immortelle. Il lui suffit d'avoir le courage de rester fidèle à lui-même jusqu'au bout. Vous est-il déjà arrivé d'écouter une chanson des Bee Gees et de vous demander pourquoi vous souriez et aviez les larmes aux yeux en même temps? Ce n'est pas de votre faute. C'est Robin, qui murmure encore au fond de lui que la tristesse n'est pas une fin. Elle aide le rappel que nous avons vécu. Si vous aviez pu dire une seule chose à Robin Gibbs pendant son combat contre le cancer, après tout ce qu'il a offert au monde avec cette voix tremblante, qu'auriez-vous voulu qu'il entende? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car il reste encore tant d'histoires à raconter avant que les souvenirs d'une génération ne s'éteignent dans le silence.